Lors du dîner de Thanksgiving, ma femme m'a brusquement poussé sur le côté. Bouge. Cette place est pour mon ex, le vrai père de ma fille. Quand j'ai exigé une explication, ma belle-fille a crié, pars. Tu ne fais même pas partie de la famille. Alors je suis parti, sans dire un mot. Cette nuit-là, j'ai révoqué leur accès à ma vie. Et quand elles se sont réveillées face à la réalité, elles ont commencé à m'appeler sans arrêt. Salut Reddit, prenez de quoi grignoter et attachez vos ceintures, parce que celle-ci va être un peu longue et intense. Je m'appelle Kevin, 30 ans, homme. J'ai épousé Ada il y a 3 ans parce que, visiblement, je suis sensible aux histoires tristes et aux jolis visages. Elle avait ce côté oiseau blessé quand nous nous sommes rencontrés lors d'une réception d'entreprise. Son ex, Mike, l'avait abandonnée, elle et leur fille Ruby, quand l'enfant avait 9 ans, la laissant se débrouiller pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, à peine capable de s'en sortir. Et moi, j'étais l'ingénieur électricien à 6 chiffres qui pensait pouvoir tout réparer. Le classique complexe du sauveur. Je le sais maintenant. J'ai une cicatrice qui descend le long du côté gauche de mon visage à cause d'un accident dans un entrepôt quand j'avais 22 ans. Collision avec un chariot élévateur, étagère métallique en pleine figure, 70 points de suture. Ce n'est pas discret. La plupart des femmes soit fixent trop longtemps, soit font de gros efforts pour ne pas regarder du tout. Certaines sont polies à ce sujet. D'autres pas. Les rendez-vous sont devenus beaucoup plus compliqués après cet accident. On apprend vite qui est réellement intéressé et qui se contente d'être aimable en attendant de pouvoir mettre fin à la conversation. Ada était différente. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle a jeté un coup d'œil à la cicatrice une seule fois, puis elle m'a regardé dans les yeux comme une personne normale et a continué à parler. Elle n'a jamais rendu ça bizarre. Après des années de premiers rendez-vous maladroits qui ne menaient nulle part, ça comptait vraiment. La première fois que je l'ai vue, elle se tenait près de la table des rafraîchissements, l'air un peu perdu. J'ai fait une blague stupide sur la nourriture bon marché et elle a ri. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses sans importance. Elle était charmante sans en faire trop. Après des années à fréquenter des femmes impatientes de me parler de leur nombre d'abonnés, ça semblait authentique. Elle m'a parlé de Ruby lors de notre 3e rendez-vous. Directement. Mère célibataire, ex-mari instable. Elle faisait de son mieux. J'ai respecté cette honnêteté. Nos 6 premiers mois ont été bons. Vraiment bons. Elle me préparait des déjeuners avant mes journées de travail. Nous regardions des films sur son canapé après que Ruby soit allée se coucher. Elle m'envoyait des messages au hasard pendant la journée. Rien d'excessif, juste des choses normales de couple qui fonctionnaient. J'ai rencontré Ruby après 1 mois, elle avait 12 ans, presque 13. Timide, polie, le genre d'enfant qui dit s'il te plaît et merci sans qu'on le lui rappelle. Nous avons créé un lien autour des jeux vidéo. Elle semblait sincèrement heureuse d'avoir un adulte stable dans sa vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne fasse ma demande. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient là, mais je leur trouvais des excuses. Elle s'énervait quand je passais du temps avec mon ami Kyle du travail. Elle faisait des remarques passives-agressives sur mes loisirs. Elle me culpabilisait chaque fois que je ne laissais pas tout tomber immédiatement pour gérer une crise qu'elle avait inventée ce jour-là. Il y avait toujours quelque chose d'urgent qui nécessitait mon attention immédiate et mon portefeuille. Mais elle savait aussi être charmante quand elle le voulait. Elle débarquait chez moi avec le dîner après une longue journée. Elle se souvenait de petits détails de ma journée. J'ai fait ma demande dans un restaurant dont elle parlait depuis des mois. Juste une banquette tranquille et une bague pour laquelle j'avais économisé. Elle a pleuré quand j'ai posé la question. Elle a dit oui tout de suite. Ruby semblait enthousiaste quand Ada le lui a annoncé le lendemain. Le mariage était petit. 60 personnes dans un lieu local. J'ai tout payé parce qu'Ada n'avait pas d'économie. 8 000 $ au total. Sa mère a fait un discours sur le fait qu'Ada avait enfin trouvé un homme fiable. Mike ne s'est pas présenté. Ruby était demoiselle d'honneur junior et semblait sincèrement heureuse. Après le mariage, j'ai remboursé les dettes de carte de crédit d'Ada. 7 200 $ accumulés pendant qu'elle était mère célibataire. Je les ai installés dans ma maison, une maison de 3 chambres que j'avais achetée 2 ans plus tôt dans un quartier scolaire correct. J'ai inscrit Ruby dans une meilleure école privée avec des classes plus petites et un vrai financement pour leur programme. J'ai commencé un fonds universitaire pour elle, en mettant de côté 300 $ par mois. J'ai joué le rôle de beau-père à chaque événement scolaire et à chaque réunion parents-professeurs. J'étais présent au match de football même si Ruby n'était pas particulièrement sportive. Je l'aidais pour les devoirs. Je lui ai appris à conduire quand elle a eu 16 ans. J'ai fait tout ce qu'un père fait, parce que personne d'autre ne le faisait. Ada a quitté son travail de réceptionniste 6 mois après le mariage. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur le fait d'être une meilleure épouse et une meilleure mère.
Le poste rapportait 32 000 $ par an avec des avantages. Perdre ce revenu a fait mal, mais je me suis dit que si ça rendait la vie de la maison plus fluide, d'accord. C'est là que les choses ont commencé. Ont commencé à changer. Elle s'est installée dans le confort. Trop de confort. Elle a arrêté de me préparer mes déjeuners. A cessé les messages au hasard pendant la journée. Passé plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. Elle a commencé à se plaindre de la maison, voulant tout redécorer. J'ai payé de nouveaux meubles pour le salon, 4 000 $. Elle a tout choisi, fait livrer, puis s'est plainte que la couleur du canapé ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Ruby est passée d'une gamine correcte à une adolescente prétentieuse quasiment du jour au lendemain. Je lui ai acheté une Honda Civic d'occasion pour ses 16 ans. Une voiture fiable, peu de kilomètres, parfaite pour une nouvelle conductrice. Elle s'est plainte que ce n'était pas une Accord. Elle a dit que ses amis avaient de meilleures voitures. Le téléphone que je lui ai pris n'était pas le dernier modèle. Les vêtements que j'achetais n'étaient pas les bonnes marques. L'argent de poche mensuel que je lui donnais n'était pas suffisant. Elle a commencé à me parler comme si j'étais le personnel de service et non le type qui finançait tout son mode de vie. Ada l'encourageait. Je l'entendais au téléphone avec sa mère et sa sœur Caroline, disant que j'étais utile mais ennuyeux. Que Mike avait été excitant même s'il n'était pas fiable. Qu'elle m'avait épousé pour la stabilité. Je sais que je ne suis pas excitant. Je ne fais pas de voyages improvisés le week-end ni de gestes romantiques surprises. Je suis le type qui paie les factures à temps et répare les choses quand elles cassent. Mais j'étais présent chaque jour, je les traitais toutes les deux avec respect et je ne leur ai jamais donné l'impression qu'elles me devaient quoi que ce soit. Apparemment, ça ne valait pas grand-chose. J'aurais peut-être dû le voir venir. Un type avec un visage comme le mien n'a pas exactement une file de femmes qui attendent. Je le savais quand je l'ai épousé. Je pensais que la loyauté et le fait d'être présent comptaient plus que d'être le type excitant. Il s'est avéré que je n'étais que le type stable. Kyle a remarqué le changement avant que je ne l'admette moi-même. On déjeunait souvent ensemble sur les chantiers et il m'écoutait me plaindre du dernier drame à la maison. « Mec, tu sais qu'elle est en train de t'utiliser » m'a-t-il dit un après-midi, 3 semaines avant Thanksgiving. Ada t'a dressé comme un chien de concours. Ce n'est pas si grave. Tu as payé les soins dentaires de sa mère le mois dernier. Sa mère. Il avait raison. J'avais signé un chèque de 3 200 $ pour le traitement de canal de la mère d'Ada parce qu'Ada avait pleuré à ce sujet. Je n'ai jamais reçu un merci d'aucune des deux. Et cette croisière qu'Ada veut? Celle qui coûte 5 000 $? Elle veut juste faire quelque chose de sympa pour vous deux, mon frère. C'était quand la dernière fois qu'elle a fait quelque chose de sympa pour toi qui ne t'a pas coûté de l'argent? J'en ai ri sur le moment. Je lui ai dit qu'il était cynique. J'aurais aimé l'avoir écouté. 2 semaines avant Thanksgiving, Ada a commencé à se comporter de manière étrange. Des appels téléphoniques secrets où elle quittait la pièce, cachant son écran quand j'entrais, souriant à des messages puis les supprimant rapidement. Elle a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial pour les fêtes. Je pensais qu'elle organisait une surprise ou qu'elle faisait enfin un effort pour le mariage. J'avais tort sur les 2 points. J'ai essayé de lui poser des questions. Elle souriait simplement et disait, « Tu verras à Thanksgiving ». Mais sa voix sonnait bizarrement, pas enthousiaste. Autre chose. La veille de Thanksgiving, Ruby m'a demandé 200 $ pour faire du shopping le Black Friday. Je lui ai rappelé son allocation mensuelle de 300 $ et j'ai dit « Non ». Elle a explosé. Une crise complète dans la cuisine, disant que je ruinais sa vie et que toutes ses amies pouvaient faire du shopping, mais qu'elle était coincée à la maison parce que j'étais trop radin. Puis est venu le vrai coup. Elle a hurlé que je n'étais pas son vrai père de toute façon. Qu'elle avait hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir partir. Que Mike lui aurait donné l'argent sans en faire toute une histoire. Tout le numéro. Ada est restée dans l'embrasure de la porte pendant toute la scène et a regardé sans dire un mot pour me défendre. Quand Ruby est finalement partie en claquant la porte, j'ai demandé à Ada si elle comptait me soutenir là-dessus. Elle m'a dit que Ruby était juste une adolescente et que je ne devais pas le prendre personnellement. J'ai fait remarquer que Ruby venait de dire que je n'étais pas son vrai père. Ada a haussé les épaules et a dit que c'était simplement factuel. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre ce qui allait arriver. Kyle a appelé ce soir-là pour me souhaiter un joyeux Thanksgiving. J'étais assis dans mon garage à essayer de comprendre à quel moment tout avait dérapé. Il entendait le stress dans ma voix et a proposé de passer le lendemain pour apporter un peu de raison au chaos. Je lui ai dit que c'était une affaire de famille et que je survivrais. Il a plaisanté en disant que Thanksgiving avec la famille de ma femme pourrait bien être une situation d'otage. J'ai ri, mais même pour moi ça sonnait faux. L'instinct de Kyle avait généralement raison. J'aurais aimé accepter son offre. J'ai passé la matinée de Thanksgiving à préparer la salle à manger. Ada avait insisté pour recevoir cette année,
ce qui était inhabituel puisqu'elle poussait d'ordinaire pour que nous allions chez sa mère. J'ai dressé la table, disposé les chaises, veillé à ce que tout soit parfait pour ce qu'elle appelait sans cesse son dîner spécial. C'est à ce moment-là que Mike est entré comme s'il était chez lui. Ada l'a fait entrer par le garage, tout sourire et salutations chaleureuses, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient, et non un ex-mari irresponsable qui n'avait pas vu sa fille depuis 7 ans. Il m'a salué avec un sourire arrogant et m'a remercié de m'être occupé de ses filles. Ses filles, comme s'il avait le moindre droit sur ce titre. Avant que je puisse répondre, Ada l'a guidé vers la salle à manger. Je les ai suivis, portant les plats de service, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa mère et sa sœur Caroline étaient déjà assises. Caroline a croisé mon regard et a légèrement secoué la tête, comme si elle essayait de m'avertir. C'est là que j'ai vu où Mike se dirigeait. Droit vers le bout de la table, ma place. Ada, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est tournée avec ce regard innocent parfaitement maîtrisé. J'ai invité Mike à se joindre à nous. C'est important que Ruby ait son vrai père ici. Son vrai père? J'ai posé les plats. Tu parles du type qui n'est pas venu depuis 7 ans? Ne rends pas ça dramatique. Mike veut se reconnecter avec sa fille en s'asseyant sur ma chaise, à ma table, dans ma maison. Mike s'est installé comme s'il était à sa place. Ada m'a attrapé le bras et m'a physiquement poussé vers une chaise pliante contre le mur, même pas à table. Tu peux t'asseoir là. C'est un moment en famille. J'ai regardé Ruby, qui fixait son assiette. J'ai attendu qu'elle proteste, qu'elle dise quelque chose pour l'homme qui avait été son père pendant 3 ans. Elle n'a même pas croisé mon regard. J'ai dit son prénom une fois, je lui ai donné une dernière chance. Elle a levé la tête d'un coup, avec un mépris pur. Si tu n'es pas satisfait du plan de table, alors pars. Personne ne te force à rester. Sa grand-mère a applaudi. Vraiment applaudi, comme si c'était un spectacle. Mike s'est adossé à ma chaise et a ricané, me disant que c'était un dîner de famille et que je devais comprendre. Ada a croisé les bras et a attendu, s'attendant probablement à ce que je me soumette et prenne la chaise contre le mur ou que je fasse une scène. Tout était préparé. Une embuscade coordonnée destinée à me remettre à ma place et à me montrer où je me situais dans ce foyer. Tout en bas. Caroline me regardait attentivement maintenant. Son expression oscillait entre la pitié et la colère. C'était la seule qui semblait mal à l'aise face à ce qui se passait. Je suis resté là peut-être 10 secondes. Ada attendait que je craque. Ruby me provoquait presque pour que je la défie. Mike savourait chaque seconde de sa victoire. J'ai attrapé ma veste et mes clés sans dire un mot. La voix d'Ada a pris une pointe de panique quand elle m'a demandé où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sorti, je suis monté dans mon camion et je suis parti. Ils voulaient que je disparaisse. Message reçu, mais ils allaient se prendre un sérieux retour à la réalité. J'ai conduit directement jusqu'à l'appartement de Kyle. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement, clairement surpris de me voir à 16h un jour de Thanksgiving. Je lui ai donné la version courte. L'expression de Kyle est passée de la surprise à la noirceur en environ 2 secondes. Dans ta maison, la maison que tu paies. Dans ma maison, à ma table, avec toute sa famille qui regardait. Il s'est écarté. Entre. On a du travail. Je dois les couper de tout, maintenant. Et ensuite, on va faire mal. C'est pour ça que Kyle était mon meilleur ami. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine et avons commencé à répertorier toute ma vie financière. Chaque compte, chaque service, chaque facture, chaque abonnement, absolument tout. Il nous a fallu 1h15 pour établir la liste complète. C'était révélateur de voir à quel point j'avais tout lié à elle. Compte courant commun, carte de crédit, assurance auto, téléphone portable, service de streaming, stockage cloud, ménage à domicile, abonnement à la salle de sport, téléphone et application de Ruby. Le service de kit repas qu'Ada avait commandé une fois, détesté mais refusé d'annuler. 47 éléments au total. 47 façons dont elle s'était installée confortablement en vivant de mon revenu. Puis nous sommes passés à l'action. Premier mouvement, le compte courant commun. 34 000 $ qui s'y trouvaient, issus de mes primes, de mon salaire, de mes économies. Elle y avait contribué exactement 0 $ depuis qu'elle avait quitté son emploi. Kyle a ouvert le site de ma banque et m'a guidé pour ouvrir un nouveau compte individuel dans une autre banque. Il m'a fait le configurer avec son adresse comme adresse postale afin que elle ne pouvait intercepter aucun courrier. 7 minutes plus tard, 34 000 $ étaient sécurisés sur un compte auquel moi seul avais accès. Kyle a continué à descendre la liste. Les cartes de crédit ensuite. J'en avais 2 à mon nom avec elle comme utilisatrice autorisée. L'une avait une limite de 20 000 $. L'autre aussi. Elle avait dépensé environ 8 000 $ sur les deux. J'ai appelé les 2 sociétés et expliqué que je traversais un divorce.
J'avais besoin de retirer une utilisatrice autorisée et je voulais annuler les cartes entièrement. Ils n'ont posé aucune question. En 10 minutes, les 2 cartes étaient annulées. Les nouvelles arriveraient chez Kyle dans 5 jours ouvrables. Kyle a fait remarquer qu'elle essaierait probablement de les utiliser le lendemain pour le shopping du Black Friday. Ça allait être un moment très intéressant à la caisse. Je pouvais l'imaginer. Son chariot plein de choses inutiles. Sortir la carte avec assurance. Voir le visage du caissier quand le paiement serait refusé. Inestimable. L'assurance automobile est venue ensuite. La Camry qu'elle conduisait avait le titre à mon nom, l'immatriculation à mon nom, et l'assurance évidemment à mon nom. Elle n'était listée que comme conductrice autorisée. J'ai appelé l'assureur et expliqué que je me séparais de mon épouse et que je devais la retirer comme conductrice avec effet immédiat. L'agent a traité la demande sans difficulté. La voiture resterait assurée à mon nom jusqu'à ce que le tribunal décide qui obtient quoi. Kyle a demandé pour la maison. Elle y vivait toujours. Je lui ai dit que je déposerais une demande de mesure temporaire dès le lendemain. Mais d'abord, il me fallait un avocat. Il m'a dit que sa sœur Janet était avocate en droit de la famille et qu'elle ne plaisantait pas cher, mais la meilleure. Je lui ai demandé d'organiser un rendez-vous pour le lendemain si elle était disponible. Il a envoyé un message à sa sœur immédiatement, lui a brièvement expliqué la situation et lui a demandé si ce que nous avions fait jusque-là était légalement correct. Son téléphone a vibré 1 minute plus tard. Réponse de Janet. Kyle a lu le message et m'a regardé. Elle a dit que couper les comptes joints et les cartes de crédit était une bonne décision. Retirer Ada comme conductrice autorisée était acceptable. Annuler les services et abonnements à mon nom était totalement dans mes droits. Il ne fallait simplement toucher à rien qui pourrait être considéré comme un bien conjugal ou ressembler à du sabotage. Pas de vente, pas de dégradation, pas encore de changement de serrure. Ça, ce serait pour une ordonnance du tribunal. J'étais soulagé de savoir que j'étais resté du bon côté de la ligne. Les téléphones portables. Forfait familial avec 3 lignes me coûtant $220 par mois. Avec l'accord de Janet, j'ai suspendu les lignes d'Ada et de Ruby avec une résiliation programmée à 6 heures du matin le lendemain. Nous avons continué à parcourir la liste. Annuler Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Spotify Premium, l'abonnement de jeux de Ruby. Chaque annulation donnait l'impression d'enlever une chaîne de plus. Kyle a demandé pour le système de sécurité de la maison. J'avais une sonnette avec caméra, des capteurs de mouvement et des serrures contrôlées par application. Tout le système domotique que j'avais installé l'année précédente. J'ai changé le mot de passe principal pour quelque chose qu'elle ne devinerait jamais et j'ai révoqué son accès à l'application. Elle était désormais complètement exclue du système de sécurité de la maison. Impossible de voir qui était à la porte, de consulter les caméras ou de déverrouiller quoi que ce soit à distance. J'ai aussi changé le mot de passe du Wi-Fi. Nouveau nom de réseau, nouveau mot de passe. Ces appareils ne se connecteraient plus automatiquement. Elle se réveillerait le lendemain sans accès à Internet et sans moyen de régler ça sans appeler le fournisseur. Mon téléphone a commencé à sonner. Ada. J'ai mis en silencieux sans regarder. J'ai annulé son abonnement à cette salle de sport hors de prix en centre-ville. Le service de ménage. $90 par visite, 2 fois par mois. Les box par abonnement qu'elle n'ouvrait jamais. J'ai verrouillé les comptes d'achat en ligne. Supprimé son accès à mon abonnement Amazon Prime. Annulé l'abonnement au lavage de voiture. Absolument tout. Quand nous avons terminé, j'avais méthodiquement supprimé chaque accès financier qu'elle avait, chaque confort, chaque service, chaque petit luxe auquel elle s'était habituée au cours des 3 dernières années. Kyle s'est adossé à sa chaise et a regardé le tableau. 47 éléments traités. Les économies mensuelles pour moi s'élevaient à environ $3200. Je n'avais jamais réalisé que je dépensais autant chaque mois pour des services destinés à elle. $3200 par mois, presque $40 000 par an en commodité pour 2 personnes qui venaient de m'humilier à ma propre table. Mon téléphone explosait maintenant. Plusieurs appels provenant de plusieurs numéros. J'avais activé le mode ne pas déranger, mais je voyais l'écran s'allumer sans cesse. Vers 19h, j'ai retourné mon téléphone pour vérifier les notifications. 35 appels manquaient rien que sur les 3 dernières heures depuis que j'étais parti. La panique était bien réelle. Kyle m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que je me sentais lucide pour la première fois depuis des mois. Il a répondu que c'était parce que je reprenais le contrôle. Mon téléphone a vibré de nouveau, cette fois avec un appel de la mère d'Ada. J'ai refusé. Kyle m'a proposé sa chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire. Je l'ai remercié. Il a dit qu'il voulait de toute façon être aux premières loges de ce spectacle. Ada allait perdre la tête en se réveillant le lendemain et en réalisant que plus rien ne fonctionnait. J'ai souri pour la première fois de la journée et j'ai acquiescé. Qu'elle reste assise dans le chaos qu'elle avait créé.
J'ai complètement éteint mon téléphone et passé le reste de la soirée à aider Kyle à préparer sa dinde pour son propre dîner de Thanksgiving. Vers 23 h, j'ai rallumé mon téléphone juste pour mesurer les dégâts. 83 appels manqués, 97 messages, 6 messages vocaux. Je l'ai éteint de nouveau sans en lire un seul. Le lendemain, je rencontrerai Janet. Le lendemain, je lancerai la procédure juridique. Le lendemain, je commencerai officiellement la fin de ce mariage. La sœur de Kyle, Janet, nous a reçus le vendredi matin dans son cabinet en centre-ville. Elle était affûtée, la fin de la trentaine. Kyle lui avait déjà résumé l'essentiel avant notre arrivée. Elle m'a demandé de confirmer les faits. Ma femme a invité son ex à Thanksgiving. Elle m'a humilié chez moi. Ma belle-fille m'a dit de partir. J'ai confirmé que cela résumait parfaitement la situation. Elle m'a demandé si j'avais déjà sécurisé les finances. Je lui ai dit chaque compte et chaque service. Elle a souri et a dit que ça lui facilitait le travail. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails. Je possédais la maison en pleine propriété, achetée avant notre rencontre. L'acte était uniquement à mon nom. Le prêt avait été entièrement remboursé l'année précédente. Les 2 voitures étaient à mon nom, titre et immatriculation compris. J'étais l'unique source de revenus. Ada avait quitté son emploi volontairement 6 mois après le mariage. Janet a expliqué qu'il y aurait peut-être des discussions sur les biens communs puisque nous étions mariés, mais comme la maison était à moi avant le mariage et que j'étais le seul à gagner de l'argent, nous avions de solides arguments. J'ai demandé pour Ruby. Janet m'a demandé si je l'avais adoptée légalement. J'ai répondu non. Ada avait toujours repoussé, disant qu'on ferait ça un jour. Janet a dit que cela signifiait que je n'avais aucune obligation légale envers elle. Juridiquement, j'étais tranquille. Kyle est intervenu et a mentionné que son père biologique était apparu la veille pour la première fois en 7 ans. Janet a dit que c'était clairement à lui de s'occuper de son enfant. Elle a exposé le plan. Elle rédigerait une lettre de mise en demeure à Mike pour l'informer que je ne soutenais plus financièrement son enfant et qu'il devait assumer. Elle préparerait également les papiers du divorce en visant une séparation nette. Je garderais tout ce qui était à mon nom. Ada n'obtiendrait rien. Pas de pension, puisque le mariage avait duré moins de 5 ans et qu'elle avait quitté son emploi volontairement. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. Elle a dit que si Ada ne contestait pas, 3 mois. Si elle se battait, 6 à 8 mois. Mais d'après ce que je lui avais décrit, Ada n'avait pas les moyens de se battre. J'ai passé le reste de la matinée du vendredi à signer des documents et à écrire des chèques. 5 000 $ d'honoraires pour Janet. Chaque centime en valait la peine. Le lundi matin, j'ai appelé l'école privée de Ruby. La directrice des admissions semblait confuse quand je lui ai expliqué que j'appelais pour les informer que je ne paierais plus aucune scolarité à l'avenir. Le semestre de printemps commençait en janvier et je voulais qu'il le sache dès maintenant, que le père biologique de Ruby, Mike Callahan, devait être contacté concernant son inscription. La directrice a mentionné que j'étais listé comme parent sur tous les documents. J'ai précisé que j'étais le beau-père, que je ne l'avais jamais adopté légalement et que j'étais en cours de divorce avec sa mère. Si Mike voulait que sa fille reste dans cette école, il pouvait payer. Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de Caroline, différent de tous les messages paniqués d'Ada. Elle disait que nous devions parler et me demandait de l'appeler. Quand je l'ai rappelée, elle avait l'air soulagée. Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis jeudi. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Je n'appelle pas pour défendre ce qu'Ada a fait. C'était complètement tordu. Je lui ai dit de ne pas inviter Mike. Alors pourquoi tu appelles? Parce que tu dois comprendre quelque chose. Ada prépare ça depuis des semaines. Elle pensait que si elle te rendait jaloux, tu te battrais plus fort pour elle. Elle échange des messages avec Mike depuis 1 mois. Maman l'a encouragée. Elle a dit que tu étais devenu trop à l'aise et que tu avais besoin qu'on te rappelle ta place. En réalité. Harry. Ma place? Je sais comment ça sonne. Je les ai entendus en train de planifier tout ça. J'ai essayé de l'en dissuader. Et Ruby? Elle pleure depuis vendredi. Elle répète qu'elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Elle m'a dit de partir. Elle a 16 ans. Elle répétait simplement ce qu'Ada lui avait dit de dire. Ada lui a promis que tu reviendrais en suppliant avant vendredi soir. J'ai remercié Caroline pour l'avertissement et j'ai transféré toute la conversation à Janet. Elle a répondu en quelques minutes en disant que c'était de l'or pur et qu'il fallait continuer à tout documenter. Le reste de la semaine a été calme. Je suis resté chez Kyle, je suis allé travailler, j'ai évité tout contact avec Ada. Janet s'occupait des papiers. L'ordonnance du tribunal pour la jouissance exclusive serait signifiée dans quelques semaines. Tout avançait exactement comme prévu. Mardi après-midi, Ada s'est présentée sur mon lieu de travail.
La sécurité a appelé mon bureau pour m'informer qu'une femme dans le hall exigeait de me voir. J'ai appelé Kyle et je lui ai dit que j'avais besoin de renfort. Il est arrivé en 5 minutes. Nous sommes descendus ensemble pour que j'aie un témoin. Elle avait l'air épuisée, maquillage étalé, cheveux tirés en arrière. Elle était assise sur les chaises du hall, serrant son sac à main. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Enfin. Pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes appels? Parce que je n'ai pas envie de te parler. On doit discuter de ça. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Kyle s'est placé à côté de moi. J'ai désigné la zone des sièges. La famille? La famille qui m'a poussé de côté pour Mike. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Sa voix est devenue plus douce, plus suppliante. Signe les papiers du divorce, Ada. Elle a changé à nouveau. La supplication a disparu, remplacée par une colère froide. Elle a commencé à lister tout ce que j'avais coupé. Elle exigeait de savoir comment elle était censée survivre. Je lui ai suggéré de trouver un travail comme celui qu'elle avait quand je l'ai rencontré. La sécurité approchait maintenant. Mon responsable avait clairement appelé en voyant la confrontation monter. Ada les a vus arriver et sa voix est montée, devenant théâtrale. Tu abandonnes une fille de 16 ans. Quel genre d'homme fait ça? Le genre à qui on a dit de dégager de sa propre maison. J'ai regardé l'agent de sécurité. Veuillez l'escorter dehors. Ils ont dû la conduire physiquement jusqu'au parking. Elle criait tout du long à propos d'abandon et de cruauté. La moitié du bureau regardait depuis les fenêtres. Mon responsable m'attendait quand Kyle et moi sommes remontés. Il a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que c'était un problème personnel et que ça ne se reproduirait pas. Après son départ, Kyle m'a dit qu'elle était en train de perdre pied. J'ai répondu, tant mieux. Peut-être qu'elle signerait les papiers du divorce sans se battre. Mercredi matin, Janet m'a appelé avec une mise à jour. Ada avait engagé un avocat. Un certain Denny, qui avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure réclamant une pension alimentaire, la moitié de la valeur de la maison et une pension rétroactive pour Ruby. J'ai demandé s'il pouvait obtenir quoi que ce soit de tout ça. Janet a dit, aucune chance. La maison m'appartenait avant le mariage. Ada avait quitté son emploi volontairement, et Ruby n'était pas légalement ma fille. Denny était un charognard qui prenait des affaires qu'il savait perdues parce qu'il était payé d'avance. Il ferait traîner ça quelques mois, facturerait Ada pour chaque heure, puis l'abandonnerait quand elle ne pourrait plus payer. J'ai demandé comment elle le payait maintenant. Janet pensait qu'elle avait probablement emprunté à la famille, mais que ça ne durerait pas. Cet après-midi-là, Caroline a appelé avec un autre avertissement. Ada racontait à tout le monde que j'étais violent, que je contrôlais toutes les finances et que je l'avais isolée de ses amis. Caroline disait qu'elle démontait ses mensonges partout où elle le pouvait. La plupart de la famille n'y croyait pas, parce qu'ils avaient tous vu comment Ada me traitait. J'ai appelé Janet immédiatement pour la tenir au courant. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle a dit de laisser Ada faire des accusations, parce que plus elle mentait, plus elle se discréditait. Mais Janet voulait que je porte une caméra corporelle désormais. Toute interaction avec Ada devait être enregistrée. J'ai demandé si c'était légal. Janet a confirmé que nous étions dans un état à consentement d'une seule partie. J'étais couvert. Kyle avait une caméra corporelle de certaines randonnées. Il l'a apportée au travail le lendemain et m'a montré comment l'utiliser. La clipser au col. Appuyez sur enregistrer. Simple. Il a dit que je pourrais me sentir comme un flic, mais qu'en réalité je protégeais simplement mes arrières. Ada montait en puissance et c'était intelligent. Il avait raison. Jeudi après-midi, Ada s'est présentée devant l'immeuble de Kyle. Elle avait dû me suivre depuis le travail, parce qu'elle m'attendait sur le parking quand je suis arrivé. J'ai allumé la caméra corporelle avant de sortir du camion. On doit parler. Parler. Parle à mon avocate. Je suis ta femme. On devrait pouvoir discuter de ça comme des adultes. Les adultes ne font pas le coup dégueulasse que tu as fait à Thanksgiving. Bouge. Elle se tenait là, bloquant mon passage, avec ce regard désespéré. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai merdé. S'il te plaît, rentre à la maison. Signe les papiers du divorce. Je n'ai pas les moyens. Denny veut 15 000 $ pour me représenter. Ça ressemble à un problème qui te concerne. Où est-ce que je suis censé trouver 15 000 $? Sa voix montait maintenant. Demande peut-être à Mike. Il avait l'air très à l'aise dans ma maison. Son visage s'est durci. Le masque est tombé complètement. Tu prends plaisir à ça. Tu prends plaisir à me voir galérer. Je prends plaisir à ne pas être humilié dans ma propre maison. Elle a tenté une dernière approche.
Les larmes sont arrivées pile au bon moment. Elle a reparlé de Ruby, disant que Ruby échouait à l'école et était dépressive. Qu'elle avait besoin de stabilité. Je lui ai rappelé que Ruby avait eu besoin de stabilité à Thanksgiving. Ça ne l'a pas empêché de me hurler dessus. J'ai dit à Ada que Ruby était assez grande pour comprendre les conséquences. Pas mon enfant, pas mon problème. Je suis passé devant elle et je suis entré dans l'immeuble de Kyle. Elle ne m'a pas suivi. Kyle m'attendait à l'intérieur et m'a demandé si j'avais tout enregistré. Chaque mot. Il m'a dit d'envoyer ça à Janet. Je l'ai fait. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure, disant que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les ordonnances temporaires ont été signifiées un vendredi matin, environ 3 semaines après le dépôt initial. Janet avait demandé une mesure d'urgence dans le cadre de la procédure de divorce, sollicitant l'usage exclusif du domicile conjugal. Comme je possédais la maison en pleine propriété avant le mariage et que j'étais le seul nom sur l'acte, le juge l'a accordé. 30 jours pour qu'Ada quitte les lieux. Délai standard, même dans les affaires de divorce. Mon téléphone a explosé de messages. Ada exigeant de savoir où elles étaient censées aller. Sa mère m'appelant un monstre. Ruby disant qu'elle me détestait et espérait que j'étais heureux de ruiner leur vie. Mike, de façon surprenante, me disant que c'était entre Ada et moi et de laisser sa fille tranquille. Je n'ai répondu qu'à Mike. Je lui ai dit que sa fille était son problème. Elle avait un père maintenant. Point final. Il n'a pas répondu. Le samedi matin, Caroline a appelé avec des nouvelles. Ada s'était complètement effondrée en recevant l'ordonnance du tribunal. Elle appelait tout le monde dans la famille en suppliant pour de l'argent. Personne ne lui donnait quoi que ce soit, parce qu'il savait tout ce qu'elle avait fait. Sa mère était la seule à la défendre, et même elle n'avait pas l'argent pour la sortir de là. Caroline a mentionné que Denny avait abandonné Ada comme cliente. Il lui avait envoyé une lettre indiquant qu'il se retirait de la représentation en raison d'honoraires impayés et de divergences irréconciliables sur la stratégie juridique. Elle était seule maintenant. Le type avait travaillé pour elle environ 2 semaines, envoyé une seule lettre de mise en demeure, encaissé ce qu'elle avait pu rassembler, puis s'était éclipsé quand elle n'a plus pu payer. J'ai demandé pour l'ordonnance du tribunal. Caroline a confirmé qu'elle tenait toujours. 15 jours restants. Si Ada n'était pas partie d'ici là, le bureau du shérif ferait appliquer l'ordonnance et la ferait sortir. Elle m'a parlé de Ruby. Elle allait mal. Elle avait séché les cours et avait été suspendue la veille pour avoir dit à une enseignante de la laisser tranquille. Ada n'arrivait plus à la contrôler. Mike aurait pu prendre le relais, mais il avait bloqué le numéro d'Ada et ne voulait rien avoir à faire avec ce chaos. Le lundi matin a apporté un nouveau rebondissement. Les services sociaux de l'État ont appelé. Une femme nommée Bella s'est présentée et a expliqué qu'elle avait reçu un signalement pour abandon d'enfants concernant Ruby Callahan. J'ai immédiatement précisé que je n'étais pas légalement le beau-père de Ruby. Sa mère et moi étions en instance de divorce. Son père biologique, Mike Callahan, avait la garde sur le papier. Bella a demandé si j'étais financièrement responsable de Ruby. J'ai expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'adoption. Elle a dit qu'il ferait un suivi avec les 2 parents et m'a remercié pour la clarification. Le mercredi a apporté la tentative de plainte à la police. 2 agents se sont présentés à l'appartement de Kyle ce soir-là. J'ai ouvert la porte avec la caméra corporelle en marche et mon téléphone enregistrant l'audio en secours. Ils ont dit qu'ils devaient poser des questions au sujet d'un différend domestique. J'ai répondu qu'il n'y avait aucun différend parce que je ne vivais avec personne. Ils ont dit que ma femme avait déposé une plainte affirmant que je l'avais menacée, elle et ma belle-fille. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de stockage en ligne que Janet m'avait fait créer. Je leur ai dit que j'avais des preuves vidéo de chaque interaction avec mon ex-femme et je leur ai demandé s'ils voulaient les voir. Les agents se sont regardés. L'un a demandé s'il y avait eu une altercation physique. J'ai répondu que non, que je ne l'avais pas vue depuis qu'elle s'était présentée sur mon lieu de travail la semaine précédente et que je ne l'avais pas laissé s'approcher de moi. Ils ont posé des questions au sujet de ma belle-fille, en ont posé encore quelques-unes, ont pris des notes, puis sont repartis. J'ai appelé Janet immédiatement à propos de ce faux signalement à la police. Elle m'a demandé si les agents y avaient cru. J'ai répondu non, ils avaient vu clair dans son jeu. Elle a dit parfait, elle ajouterait cela au dossier. Caroline a appelé ce soir-là avec d'autres nouvelles. Elle était devenue ma source interne, me tenant informé de ce qui se passait à la maison. Ada essayait de vendre mes affaires, avait mis mes outils sur Craigslist, tentait de vendre mes clubs de golf. Elle était désespérée pour l'argent. J'ai dit à Caroline de prévenir Ada que tout dans cette maison était documenté. Si quelque chose disparaissait, ce serait du vol. Caroline a dit qu'Ada ne l'écoutait plus. Elle pensait que Caroline la trahissait en me parlant. Je lui ai demandé si Caroline allait bien avec ça. Elle a répondu qu'elle était en paix avec le fait de défendre ce qui était juste.
Ce qu'Ada avait fait était mal et elle méritait ce qui lui arrivait. Puis Caroline a mentionné une chose de plus. Ruby m'écrivait des lettres. Ada les trouvait et les déchirait. Caroline avait réussi à en intercepter une que Ruby avait essayé de lui confier pour me la transmettre et elle m'a envoyé une photo. C'était écrit à la main sur du papier de cahier. Ruby s'excusait, disait qu'elle savait qu'elle avait mal agi. Elle disait qu'elle avait perdu le meilleur père qu'elle ait jamais eu. Elle n'attendait pas de pardon, elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant. J'ai regardé cette lettre longtemps, puis je l'ai jetée à la poubelle. La date de départ ordonnée par le tribunal était un mardi. J'ai pris ma journée de travail et j'ai retrouvé Caroline à la maison pour superviser. Janet insistait pour que j'aie un témoin capable d'attester de l'état des lieux. Ada attendait sur les marches du perron quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air vaincue. Tu fais vraiment ça? 30 jours, comme l'indiquait la vie. Où suis-je censé aller? Pas mon problème. Caroline est restée près de moi pendant que nous entrions. Ada avait emballé la plupart de leurs affaires dans des cartons empilés dans le salon. La maison était plus propre que je ne l'aurais pensé. Elle nous a suivis de pièce en pièce. J'ai besoin de plus de temps, s'il te plaît. Les appartements demandent tous le premier et le dernier mois de loyer. Tu avais 30 jours. C'est plus que raisonnable. J'ai Ruby à charge. Où est Ruby? À l'école. Elle ne voulait pas qu'elle soit là pour ça. Caroline et moi avons fait une inspection complète. Aucun dégât, rien ne manquait. J'ai pris des photos de chaque pièce. Ada regardait en silence, toute combativité disparue. Quand nous avons terminé, elle a tenté une dernière fois. 3 ans de mariage. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça a voulu dire quelque chose jusqu'au moment où tu l'as jeté. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi présent pendant 3 ans. Juste, c'était moi élevant ta fille. Juste, c'était moi payant tout pendant que tu restais à la maison. Tu veux parler de justice. Ça, c'est juste. Elle pleurait maintenant. J'ai fait une seule erreur. Ça ne mérite pas une seconde chance. Tu as pris une décision calculée pour m'humilier devant ta famille. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Assume-le. Le camion de déménagement est arrivé à midi. 2 hommes qu'Ada avait engagés pour transporter ses affaires vers l'endroit temporaire qu'elle avait trouvé. Caroline et moi avons supervisé pendant qu'ils chargeaient les cartons. Ada est restée assise sur les marches tout le temps, le regard vide. Quand le camion a été chargé, elle s'est levée et m'a tendu les clés de la maison. Elle m'a dit qu'elle avait signé les papiers du divorce et qu'ils étaient sur le plan de travail de la cuisine. Je les ai trouvés à l'intérieur. Elle avait tout signé. Aucun changement, aucune objection. C'était fini. Janet a déposé les documents avant la fin de la journée. Le juge a validé le divorce non contesté en 8 semaines. 3 ans de mariage terminés. La maison a été vendue en 2 semaines. J'ai pris le bénéfice et l'ai utilisé pour l'apport d'un logement plus petit, plus proche du travail. Nouveau départ, nouveau quartier, aucun souvenir. Kyle m'a aidé à emménager. 2 mois après la finalisation du divorce, Caroline a appelé avec une dernière mise à jour. Ada et Ruby vivaient maintenant chez sa mère, toutes les deux travaillaient. Mike avait pris contact une fois, avait proposé d'envoyer $100 par mois. C'est tout. Caroline a dit qu'Ada était ta mère, me tenait pour responsable de tout, mais qu'elle travaillait et payait ses propres factures. Ruby était désormais dans une école publique. Ses notes avaient baissé. Elle faisait beaucoup de bêtises, mais elle apprenait les conséquences. Elle m'a demandé si j'avais des regrets. J'ai répondu que je n'en avais aucun. Elle voulait m'apprendre ma place. À la place, elles m'ont appris ma valeur. La meilleure leçon que j'ai jamais apprise.